la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, surtout, restez chez vous. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez. Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. We zijn nu vrijdag 3 april. Bedankt om aanwezig te zijn voor onze persconferentie. Ik zal direct het woord geven aan Steven om een stand van zaak te geven over die pandemie. Bonjour tout le monde, goedemorgen iedereen. Het is tijd voor de cijfers. De afgelopen 24 uur zijn er 578 nieuwe patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is een cijfer dat al een aantal dagen in dezelfde grote orde schommelt. En de afgelopen 24 uur hebben er ook weer 377 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat nu in het ziekenhuis ligt op 5.552. Daarvan liggen er 1.205 op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 61. En 916 patiënten worden beademd. Dat is een stijging met 10. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg ook 132 overlijdens gerapporteerd. Daarvan waren er 60 uit Vlaanderen, 51 uit Wallonië en 21 uit Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 1143 in België. De afgelopen 24 uur werden er 1422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Er werden in totaal 3972 testen uitgevoerd. Van die 1422 nieuwe gevallen kwamen er 865 uit Vlaanderen, 374 uit Wallonië, 167 uit Brussel en 16 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal gevallen op 16.770. We krijgen regelmatig de vraag, hoe komt het dat ondanks de maatregelen dat er maar steeds nieuwe gevallen blijven bijkomen? Is dat normaal? Het is belangrijk om te zeggen dat de cijfers lijken te stabiliseren. Het aantal nieuwe hospitalisaties die elke dag gemeld worden, schommelt ergens tussen de 500 en de 600 en lijkt niet verder door te stijgen. Dat is bemoedigend, blijft een hoog aantal, maar het is toch een mooi teken. Het is mogelijk dat we de komende dagen naar een piek of een plateau evolueren, maar dat is moeilijk om dat nu al te zeggen. Dat zullen de cijfers van de komende dagen uitwijzen. Door de maatregelen hebben we onze maatschappij opgedeeld in kleine groepen of groepjes. Een gezin, een woonzorgcentrum, een bedrijf is een entiteit of een groep. Door de maatregelen proberen we om zoveel mogelijk de ontmoetingen tussen deze verschillende groepen te verhinderen. Dat vermindert de kans voor het virus om te spreiden tussen verschillende groepen. Het virus kan echter wel nog steeds blijven verspreiden in beperkte mate binnen een groep op zichzelf. Dat verklaart dat er nieuwe gevallen kunnen bijkomen. Maar dit gebeurt veel trager dan indien we niets hadden gedaan. Dus de epidemie evolueert veel trager en daardoor wordt ze beheersbaar. Dat is belangrijk. Het virus botst steeds meer op nieuwe hinderpalen en ook meer en meer mensen gaan een immuniteit opbouwen. Wanneer dat doorzet, zullen uiteindelijk ook de cijfers kunnen dalen. En hopelijk zullen we dat de komende weken ook merken. Het is echter wel belangrijk, wanneer de cijfers gaan zakken, dat we onze grip op het virus blijven aanhouden. Als we die op dat moment gaan lossen, dan riskeert de dam te breken die we hebben opgeworpen tegen het virus en dan kunnen we weer nieuwe opflakkeringen verwachten. Dus de inspanningen blijven belangrijk, ook wanneer de cijfers zouden zakken. Dank u. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la journée d'hier, donc du 2 avril. Hier,
578 personnes ont été hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus et 377 personnes ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 5552 personnes le nombre de personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui. Parmi elles, 1205 sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 61 personnes par rapport à la journée d'hier. En ce qui concerne l'occupation des lits de soins intensifs, on a un taux d'occupation aujourd'hui pour le pays de 55% et il y a 1065 lits encore disponibles. En ce qui concerne le nombre de personnes qui nécessitent une assistance respiratoire, le nombre total aujourd'hui est de 916. C'est une augmentation de 10 personnes par rapport à hier. Nous avons également été informés du décès de 132 personnes. Parmi celles-ci, 60 étaient en Flandre, 21 à Bruxelles et 51 en Wallonie. Cela porte à 1143 le nombre de décès liés à une infection à coronavirus depuis le début de l'épidémie. Pour la journée d'hier, 3972 tests de laboratoire ont été réalisés. Parmi ceux-ci, 1422 étaient positifs pour coronavirus. 865 étaient en Flandre, 167 à Bruxelles et 374 en Wallonie. Nous recevons, et c'est légitime, un certain nombre de questions par rapport au fait que malgré toutes les mesures que nous avons prises depuis déjà plusieurs semaines, nous voyons encore un nombre important de cas, de personnes qui doivent être admises à l'hôpital. Nous allons essayer de vous expliquer la raison de cela. Et la raison, c'est que, d'une part, toutes les mesures que nous avons prises, qui ont eu pour but de diviser notre société, notre communauté, en un certain nombre de petits groupes, les familles, les maisons de repos par exemple, ou d'autres groupes qui, au quotidien, restent ensemble, eh bien, toutes les mesures que nous avons prises ont permis de diminuer la transmission entre tous ces groupes. Et cela a un impact important puisque nous voyons que petit à petit, jour après jour, eh bien, nous voyons ce nombre d'infections, nouvelles infections, se stabiliser et nous orientons vers une situation plus stable. Par contre, au sein de ces groupes, et notamment les maisons de repos par exemple, eh bien, le virus peut continuer à se transmettre et donc c'est pour cette raison-là aussi que on rapporte de nouvelles infections. Ce sont évidemment des situations qui sont plus difficiles à gérer d'un point de vue épidémique, puisque vous imaginez bien que dans une maison de repos, la distanciation sociale n'est pas toujours possible, et en tout cas très difficile pour les personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Et donc, c'est voilà, la transmission au sein de ces groupes est encore quelque chose auquel nous attaquons au quotidien. Voilà. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 3 april, een dag waar veel mensen hebben naar uitgekeken. Het is niet enkel het begin van een zonnig weekend, het is ook het begin van de paasvakantie. Vele mensen kunnen door het coronavirus, jammer genoeg, vele plannen kunnen door dit coronavirus jammer genoeg niet doorgaan. Deze situatie is voor niemand aangenaam en dit beseffen we allemaal. Deze crisis vraagt verregaande inspanningen van iedereen. We hebben nu eenmaal geen keuze. Dit is de enige manier om de situatie in ons land onder controle te houden. De volgende dagen beloven zonnig te worden, zelfs zomers. Ideaal om met het gezin te profiteren van de eerste zon, uiteraard met respect voor de gekende maatregelen. Deze maatregelen zijn er om de gezondheid van ons allemaal te beschermen. Blijf ze volhouden, ook met dit mooie weer. Voor zover dit nog nodig is, herhalen we nog de basisregels. Wandelen, lopen en fietsen met dit mooie weer is mogelijk. Maar het is niet toegestaan om met uw wagen te nemen om bijvoorbeeld naar de fruitstreek te gaan, de Ardennen of de kust. Wandelen, lopen of fietsen doe je in gezinsverband. Of met één vriend en uiteraard met respect voor de fysieke afstand.
De zondagse fietstocht met de wielerclub zal dit weekend niet kunnen doorgaan. Zorg er ook steeds voor dat u de fysieke afstand respecteert. Dit is zeker een aandachtspunt bij plaatsen waar veel mensen willen ontspannen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parken. Alle andere vormen van recreatie, zoals bijvoorbeeld motorrijden, zeiltochten, zijn niet toegelaten. Alle niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Met dit mooie weer zullen heel veel mensen voor de eerste keer willen barbecuen. Dat kan, maar uiteraard enkel met uw gezin. Buren, vrienden of familie uitnodigen zal voor later zijn. Ook een picknick in het park, ook al is dit enkel met uw gezin, kan nu jammer genoeg niet. Wij rekenen op de solidariteit van iedereen om de regels te blijven naleven. Hou vol en maak er ondanks deze vreemde situatie toch een mooi weekend van. Dank je wel. Bonjour, nous sommes donc le vendredi 3 avril, un jour qui a certainement été marqué par une petite croix dans votre calendrier. Non seulement parce que c'est le début d'un week-end ensoleillé, mais surtout parce que c'est le début des vacances de Pâques. Malheureusement, beaucoup de projets initialement prévus pour ces vacances ne pourront pas avoir lieu à cause de ce coronavirus. Cette situation n'est agréable pour personne. Nous le réalisons tous chaque jour. Et cette crise demande des efforts considérables à chacun d'entre nous. Mais nous n'avons pas le choix. C'est la seule façon que nous avons maintenant pour garder cette situation sous contrôle et la plus gérable possible pour les hôpitaux. La météo des prochains jours nous promet des jours ensoleillés, voire même estivaux. C'est vraiment les moments idéaux pour, en famille, profiter de ce soleil. Vous pouvez le faire, mais en respectant bien sûr ces consignes de santé. Ces consignes sont là pour vous protéger, vous, pour protéger les autres. Continuez donc à respecter ces consignes de santé publique malgré le beau temps. Pour autant que ce soit nécessaire, on va rappeler certaines règles de base. Se promener, courir, faire du vélo, par un tel beau temps, bien sûr que c'est possible. Mais il n'est pas autorisé de prendre par exemple sa voiture pour aller jusque dans des régions où les paysages sont plus fleuris, ou pour aller à la mer, ou pour aller dans les Ardennes. Se promener, courir ou faire du vélo est évidemment possible avec sa famille, les gens avec qui on vit sous le même toit, ou éventuellement avec un ami, tout en respectant cette distance physique qu'on s'est mis entre nous pour notre santé à tous. Le tour en vélo que vous faites d'habitude, peut-être le dimanche avec votre club cycliste, mais il faudra le reporter, ça sera pour plus tard. Faites attention aussi à respecter cette distance physique lorsque vous êtes dans des lieux où il y a beaucoup de monde, par exemple les parcs ou les bois. Pour être clair, toute autre forme d'activité récréative, par exemple se promener en moto ou faire de la voile, naviguer, est interdit. Tous les déplacements non essentiels restent interdits. Si nous appuyons sur ces mots, c'est parce que c'est indispensable dans les jours qui viennent de continuer à respecter ces règles pour éviter que le virus ne se propage encore plus vite. Avec ce beau temps, certains d'entre vous voudront certainement faire des barbecues. Bien sûr que ça se peut. Faites-le avec votre famille, avec les gens avec qui vous vivez sous le même toit. Malheureusement, n'invitez pas vos amis, vos voisins ou vos proches, ce sera pour plus tard. N'oubliez pas que les pique-niques dans les parcs, même en famille par contre, ne sont pas autorisés. Nous comptons bien sûr sur vous, sur cette solidarité durable qui existe maintenant depuis plusieurs semaines. Tenez bon, continuons à suivre ces consignes et profitez au mieux de ce week-end dans les circonstances aussi difficiles soient-elles. Merci. On va passer aux quelques questions que nous avons reçues. Comment expliquer que le taux de mortalité par habitant est supérieur en Wallonie et à Bruxelles, alors que le nombre de personnes testées positivement est plus important en Flandre? Nous devons toujours regarder les chiffres dont nous disposons avec un peu de recul et également prendre en compte le fait que, et comme nous l'avons déjà dit les jours précédents, les semaines précédentes, certaines informations arrivent avec retard. Et donc, tirer des conclusions de façon trop précoce peut nous mener dans des mauvaises explications. C'est évidemment quelque chose que nous suivons de près. Chaque décès dans notre pays est un décès qui
voilà, que nous devons comptabiliser, que nous regrettons. Et nous allons évidemment continuer les efforts qui sont déjà engagés depuis longtemps à ce que dans chaque contexte particulier, que ce soit dans une région, dans une autre, ou dans une province, dans une autre, dans une commune, dans une autre, chaque situation où il semble y avoir des problèmes plus importants mais nécessite une attention évidemment particulière et complémentaire. Hoe verklaar je dat het sterftecijfer per inwoner hoger is in Wallonië en Brussel, terwijl het aantal positieve geteste gevallen juist hoger ligt in Vlaanderen? Ik denk dat het te vroeg is om daar conclusies uit te trekken. Het is zeker zo met de rapportering van de overlijdens dat daar soms vertragingen zijn in de snelheid waarmee dat die gegevens doorstromen. En dus het is te vroeg om te gaan concluderen dat er verschillen zijn in sterfte tussen de ene regio en de andere. Dat is iets dat we later beter gaan kunnen doen. En dat gaat zeker onderzocht worden. Maar ik zou er niet zomaar van uitgaan dat er grote verschillen zijn tussen de regio's op basis van de huidige cijfers. Dat gaan we later veel beter kunnen analyseren. Zijn er bij de patiënten die met chloroquine worden behandeld tekenen van de effectiviteit van dit molecuul? Wel, er zijn een aantal bemoedigende studies verschenen, maar die zijn meestal beperkt in omvang en vaak niet goed gecontroleerd. We wachten eigenlijk nog altijd op de resultaten van de eerste grote klinische studies met correcte controlegroepen om daar echt iets van te kunnen zeggen. Resultaten uit het terrein zijn soms bemoedigend, maar we moeten dat wel ook met een korrel zout nemen. Hè. Heel veel mensen herstellen ook uit zichzelf. Sommige van die mensen werden behandeld met chloroquine, maar het is niet altijd duidelijk wat de rol van chloroquine was in het genezingsproces. Daarvoor heb je goede controles nodig en dat is typisch wat men in een klinische studie doet. Dus het echt definitieve bewijs en de impact van chloroquine zal moeten blijken uit de resultaten van die grotere studies. Parmi les patients traités à la chloroquine, y en a-t-il qui montrent des signes de l'efficacité de cette molécule? Chaque jour, en Belgique, des centaines de personnes peuvent quitter l'hôpital après avoir dû être admis pour une infection plus sévère liée au coronavirus. Parmi ceux-ci, une portion importante reçoit des traitements, et notamment la chloroquine. Et donc, l'objectif des études qui sont en cours, c'est de bien faire la différence entre l'impact d'un médicament comme la chloroquine et la différence avec l'évolution naturelle de la maladie, des personnes qui n'auraient pas bénéficié de ce traitement. Et c'est seulement quand on va pouvoir comparer avec des nombres suffisamment importants pour que les différences ne soient pas liées au hasard, l'issue de ces deux groupes, que nous allons pouvoir donner des conclusions par rapport à l'efficacité de la chloroquine. C'est évidemment quelque chose que nous voulons documenter le plus objectivement possible. Et comme ce à quoi on s'attend, c'est que la chloroquine ait un impact, mais pas ni de 100%, ni de 0. Et donc il faut bien comprendre là où on se situe. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réel impact de la chloroquine? Certains épidémiologistes disent que nous avons passé le pic des cas. D'autres que le pic des hospitalisations arrive début de semaine prochaine. Les chiffres sont-ils encourageants? Et quelle courbe faut-il suivre pour l'affirmer? Eh bien, s'il y a un débat entre les scientifiques, les épidémiologistes, c'est bien parce qu'il reste un certain nombre d'éléments que nous devons continuer à observer dans les jours qui viennent pour pouvoir consolider ce que l'on observe et les tendances. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut déjà mentionner, c'est notamment le fait que le nombre de personnes qui, au niveau de la médecine générale, rapportent des symptômes qui ressemblent à ceux du coronavirus, eh bien, ce nombre de personnes semble progressivement se stabiliser, voire diminuer. Et ça démontrerait toute l'efficacité des mesures que nous avons prises au niveau de la communauté pour rompre la transmission. Le nombre d'hospitalisations, le nombre de nouvelles hospitalisations chaque jour, aujourd'hui, continue à être
des nombres importants, mais ce nombre n'augmente pas. Et donc ça, c'est un signe positif qui montre que la dynamique est en train de changer par rapport à une ou deux semaines, il y a une ou deux semaines. Mais, comme on l'a dit aujourd'hui également, il existe encore de la transmission au niveau de la communauté et certainement dans des groupes particuliers où l'application de la distanciation sociale est par définition beaucoup plus difficile. Et donc, la transmission au niveau de la communauté n'est pas totalement rompue. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir les efforts qu'on fait, mais aussi renforcer une attention particulière au niveau de ces groupes qui sont plus exposés. Donc, quand nous atteindrons le pic ou le plateau, vous serez évidemment informés, mais nous devons surtout maintenir nos efforts. Sommige epidemiologen zeggen dat we het hoogtepunt van nieuwe gevallen hebben gehad. Anderen zeggen dat het hoogtepunt van ziekenhuisopnames begin volgende week zal zijn. Zijn de cijfers bemoedigend? En welke curve moeten we volgen om die te bevestigen? Wel, er zijn een aantal cijfers die aanduiden dat het aantal nieuwe gevallen dat we dagelijks optekenen lijkt te stabiliseren. Het stabiliseert op een vrij hoog niveau, dat is belangrijk, maar er is wel een zekere stabilisatie. Wanneer we kijken naar het totaal aantal nieuw bevestigde gevallen, ondanks het feit dat we meer testen, blijft dat toch in eenzelfde grote orde hangen. En wanneer we kijken ook naar het aantal nieuwe hospitalisaties, dat zijn mensen met ernstige klachten die opgenomen worden in onze hospitalen, bevestigd voor het coronavirus, dat aantal schommelt al een aantal dagen in dezelfde grote orde. Dat is bemoedigend. Het blijven wel nog altijd hoge cijfers. Om echt van een piek te kunnen spreken, moet je eigenlijk wachten tot na de piek. Het is pas wanneer de cijfers beginnen dalen dat we met zekerheid kunnen zeggen we hebben de piek gehad. Dat is een beetje eigen aan de definitie van een piek. Dus ik heb goede hoop dat we dat hopelijk een deze dagen kunnen zeggen. Hoe vroeger, hoe liever. Maar het blijft natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken, omdat we elke dag weer de cijfers moeten afwachten. Het belangrijkste cijfer, het meest betrouwbare cijfer, is volgens mij het aantal nieuwe hospitalisaties per dag. Ik denk dat dat een belangrijk getal is dat we goed moeten opvolgen. Hoe werkt het distributieplan? Wie heeft de leiding en is er één aanspreekpunt voor ziekenhuizen? Wel, het distributieplan wordt centraal beheerd door de FOD Volksgezondheid. Zij volgen dit op samen met alle ziekenhuizen in het land. En de gegevens worden 2 maal per dag verzameld van het aantal patiënten per ziekenhuis. En dan wordt er eventueel ook bekeken of dat er al dan niet kan doorgeschoven worden tussen ziekenhuizen. In de eerste plaats kunnen de ziekenhuizen dat binnen hun eigen netwerk doen. Dat wordt dan lokaal beheerd. Wanneer het tussen netwerken gaat, op een grotere schaal, dan wordt dat bekeken samen met de FOD Volksgezondheid. Comment s'organise le plan de répartition? Qui est en charge? Existe-t-il un point unique de contact pour les hôpitaux? Oui, donc tous les hôpitaux se réunissent et s'informent mutuellement de façon très très régulière. Et toute cette coordination de l'information, notamment par rapport au nombre de lits disponibles, se fait au niveau du SPF Santé publique. Donc c'est à ce niveau-là que se prépare, s'organise la redistribution. Et comme cette distribution se fait notamment au niveau régional, mais aussi au-delà des réseaux habituels d'hôpitaux, et c'est centralisé. Quelle est la situation au niveau de la saturation des hôpitaux dans le Limbourg, le Hainaut et à Bruxelles? Y a-t-il à présent d'autres endroits concernés par un risque de saturation? Donc le risque de saturation, il est présent dans chaque région, puisque si on ne maintient pas cette épidémie, nous savons que chaque hôpital, chaque région risque d'être à saturation. Le fait que dans certaines régions, à certains lieux bien précis, l'épidémie était plus active au début, fait qu'inévitablement on a dû accueillir un plus grand nombre de patients, et ce qui a eu un impact sur le nombre de patients hospitalisés et le déclenchement de certaines mesures de redistribution.
aujourd'hui, nous restons attentifs dans l'ensemble des régions, chaque région, chaque province, chaque hôpital, mais est évidemment dépendant d'un nombre de lits disponibles et du nombre de personnes disponibles aussi pour prendre soin des patients. Et donc, oui, nous avons dit pendant les jours précédents que la situation était un peu plus avancée dans 3 provinces. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'indication pour dire que au niveau national, les choses aient totalement changé. Hoe zit het met de verzadiging van ziekenhuizen? In Limburg, Henegouwen en Brussel. Zijn er nu andere plaatsen waar het risico op verzadiging bestaat? Wel, het risico op verzadiging kan altijd plaatsvinden wanneer er zijn verschillen tussen regio's, tussen steden, tussen gemeenten in het aantal gevallen. En soms worden die gebieden bediend door een ziekenhuis met relatief weinig bedden. Dus dan kan het zijn dat er een tijdelijke verzadiging is van het aantal bedden. En dat is het geval in een aantal gebieden. En dan wordt het verdeelplan ingeschakeld. Het is belangrijk om dit eigenlijk op het niveau van België te bekijken. En voor België is het zo dat we momenteel 2393 bedden voorzien hebben op intensieve zorgen voor COVID-patiënten. Die zijn voor ongeveer 55% bezet op dit ogenblik. Dus er zijn nog meer dan 1000 bedden beschikbaar. Dus dit is iets dat je op nationaal niveau moet bekijken. Maar het klopt dat er ziekenhuizen zijn waar men een verzadigingsniveau heeft bereikt. Dat is trouwens niet nieuw. Dat is al een tijdje geleden, was dat ook al zo. Dus dat is een dynamisch gegeven en dat wordt eigenlijk op nationaal niveau beheerd. En er is voldoende capaciteit nog. Merci à tous et toutes. On se retrouve demain à 11h pour un nouveau point d'information. Soyons patients, soyons persévérants. Hou vol, blijf thuis. Zorg voor jezelf en zorg voor de anderen. Dank u.